Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Il y a exactement 30 ans, le Bénin quittait les sentiers de la dictature pour s'engager sur la voie de la démocratie après la tenue de la conférence nationale qui a été une réussite et justement considéré, le pays a été considéré comme laboratoire de la démocratie en Afrique puisque beaucoup d'autres pays se sont également engagés dans cette voie et ont tenu les conférences nationales. C'est justement pour parler de ce sujet que nous avons en plateau, Maître Robert Dosso. Il est président du comité national préparatoire de la conférence nationale, ancien ministre des Affaires étrangères et enfin ancien président de la Cour constitutionnelle. Maître Robert Dosso, bonsoir. Bonsoir à J'anime tous. cette émission avec Joël Tchoué. Maître Robert Dessous, bonsoir. Bonsoir Joël. On ne vous présente plus. Vous avez une réputation de juriste de haut niveau. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, ancien bâtonnier. Vous avez été président de la Cour constitutionnelle du Bénin entre 2008 et 2013. Inutile de rappeler les nombreux prix et autres distinctions à votre actif. Vous avez également un parcours exceptionnel de militant au sein de plusieurs organisations, aussi bien sur le continent africain qu'à l'échelle mondiale. L'histoire nous renseigne que vous avez été à la base de l'organisation de cette conférence. La question, Maître Robert Dessous, est-ce que vous assumez la paternité de cette conférence? Non, je ne peux pas assumer seul la paternité de cette conférence pour deux raisons. La première raison, c'est que la réalité a fait que ça a été une course de relais, une conjonction de circonstances et d'actions diverses de plusieurs personnes. Mais il y a eu une action décisive qui est intervenue le 28 juillet 1989, lorsque le président Mathieu Kérékou, à notre demande, nous a reçu le professeur René Aronsou et moi-même. Entre autres, j'ai été doyen de la faculté de droit de la FAGEP à l'époque, faculté des sciences juridiques, économiques et politiques. Et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été élu commissaire du peuple, donc député. Et en tant que député, représentant la catégorie des professeurs de l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale révolutionnaire, René Aronsou et moi, nous sommes allés voir le président Kérékou pour lui dire que ça en était fini de son marxisme-léninisme, de garer cela, de changer de constitution et qu'on aille en démocratie pluraliste. Parce que le programme d'ajustement structurel venait d'être adopté. Il y a eu les accords de Bénin avec les institutions de Bretton Woods et ce programme d'ajustement structurel est incompatible avec une économie, une pensée socialiste. Et c'est de la démocratie libérale pure. Par conséquent, il fallait aller à la démocratie libérale et que la situation l'exigeait. À cette étape, vous n'étiez que deux ou il y avait d'autres personnes déjà en amont? Moi, je ne sais pas qui ont été amenés à lui parler avant nous. Mais c'est nous deux, en notre qualité de représentants de l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Nous n'étions que les deux en cette qualité que nous sommes allés pour exprimer le ras-le-bol non seulement de l'université, étudiants et professeurs confondus, mais également ce ras-le-bol qui a été soulevé au sein de la société elle-même. Alors, la décennie 80-90 est souvent confondue à cette période où on parle de plus en plus d'une économie exsangue avec une paralysie presque absolue de la chaîne de production, une grève illimitée. Est-ce que c'était le contexte invivable de l'époque qui vous a conduit Non, moi, je dois vous avouer que j'avais déjà ce plan en tête depuis juin 1975. Parce que cette course effrénée à laquelle nous avons assisté à partir de décembre, le 4 décembre 1974. Parce que le 30 novembre, ils ont proclamé marxiste-léninisme et dès le 4 décembre 1974, le régime s'est lancé dans une nationalisation de tout, transit, de banques, assurances, ils ont tout nationalisé et des sociétés d'État ont été créées à tour de bras, au plan national, au plan régional, préfectoral, etc. Et vraiment, sans capitaux.
Et ce qui devait arriver est arrivé. La catastrophe totale, l'État s'est retrouvé en banqueroute. En banqueroute totale. Donc, vous êtes en banqueroute, vous avez été obligé, marxiste-léniniste, d'aller à Canossa, d'aller signer à Washington avec les institutions de Bretton Woods. Et vous continuez de dire que vous êtes marxiste, ce n'était pas logique. Et il fallait cadrer la superstructure à la nouvelle infrastructure qui se dessinait. Donc, le passage de l'économie centralisée socialiste à une économie complètement libérale. Voilà. L'État ne pouvait plus payer ni salaire, ni pension, ni bourse. Donc, l'État était en banqueroute. Par conséquent, ou bien l'État s'enfermait dans une répression aveugle, ou bien l'État reconnaissait avec réalisme son échec et reconnaissait avec autant de réalisme la nécessité de changer de position. Et c'est ce que Mathieu Kérékou a choisi de faire. Et il l'a fait avec beaucoup de talent. Beaucoup de talent parce que ça n'a pas été facile pour lui-même. Ça, je dois le dire. Entre cette rencontre que vous avez eue avec le professeur Avansou et le général Mathieu Kérékou à l'époque et la tenue de la conférence nationale où vous étiez président du comité national préparatoire, que s'est-il véritablement passé? Comment est-ce que tout cela a été organisé? Quand est-ce que l'Église est intervenue? Parce que finalement, ce qu'on entend, ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est à l'Église catholique qu'on doit la réussite de cette conférence. Ce n'est pas l'Église catholique seule. C'est à tous ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre. Chacun dans son secteur et chacun dans son style. C'est une conjonction d'actions rencontrant une compréhension du principal responsable du régime, qui était Mathieu Kérékou. L'Église prêchait, l'Église motivait les gens. Moi-même qui suis ici, j'ai exploité des lettres pastorales des évêques du Bénin, notamment convertissez-vous. Et c'est après mon exploitation de cela que le président Mathieu Kérékou a pris cette lettre pastorale des évêques et l'a éditée. L'Église a publié cette lettre pastorale sous couverture blanche. Mathieu Kérékou a réédité cela sous couverture rouge. C'était déjà pas mal. Et il a mis le rouge, qui est la couleur de son parti marxiste-léniniste. Mais c'était très bien qu'il ait fait cela. Cela signifie qu'il était réceptif. Et je m'en suis, René Rancieux, moi, s'en est rendu compte lorsqu'on lui a parlé. Et je crois que ça l'a convaincu à me mettre dans le gouvernement, que c'était le signe que tout ce que nous lui avons dit, il avait trouvé qu'on avait raison. Vous avez justement accepté quelques semaines seulement après, puisque vous étiez à la rencontre avec le général en juillet. Non, le 28 juillet, et c'est le 4 août. C'est dans la nuit du 4 août qu'il a fait son gouvernement. Et il avait rassuré le comité, au comité central, un détail. Les gens lui ont demandé, mais est-ce que vous avez bien pris l'avis de Dossou pour qu'il soit ministre? Bon, Kérékou n'a pas pris mon avis. Et il leur a menti. Il a dit, oh Robert, je l'ai vu, on a discuté, d'ailleurs on va se revoir tout à l'heure, il est d'accord. Je n'étais pas d'accord. Parce qu'il ne m'en a pas parlé. Il m'en a parlé plus tard, enfin plus tôt, et j'ai refusé. Il m'a envoyé quelqu'un, j'avais refusé. Et puis bon, sachant que j'allais refuser, il m'a d'autorité nommée, et j'ai effectivement refusé. J'ai demandé une nuit de réflexion après une intervention de Ismaël Tidjali Serpos, paix à son âme, qui a critiqué le fait qu'on nomme des gens ministres sans prendre au préalable leur avis. Mais que ceci étant dit, il demandait au camarade Robert Dossou d'accepter. Et moi, j'avais dit que c'était un piège. Et ce qui m'a décidé à demander un délai de réflexion, quand j'ai dit c'est un piège, Kérékou a réagi vivement, il m'a regardé, il a plongé un regard vers moi. Il m'a dit non, ce n'est pas un piège. Ça m'a paru sincère, ce regard. Bon, et je suis rentré chez moi, et j'ai dormi, le lendemain matin, j'ai accepté.
le 28 juillet, si je n'acceptais pas, ça aurait été mal vu. La preuve, c'est qu'il y a deux de mes aînés qui, la nuit là, apprenant que j'avais refusé, m'ont envoyé des messages et l'un est passé à laisser un message chez moi. Il s'agit de feu Émile Poisson, qui se trouvait à Paris à l'époque, et il m'a envoyé un message pour dire ne refuse pas, accepte. Il ne faut jamais refuser ça parce que tu as dit des choses le 28 que nous avons noté. Bon, et avant que. Vous n'avez pas peur de représailles? Avant que. Non, c'est pas ça. Non, non, je vais vous dire une vérité. Je suis un homme, un militant, je suis un politicien. Je n'ai jamais considéré que les postes politiques doivent jalonner ma carrière. Je veux simplement que des idées, des règles puissent triompher. Et j'ai milité toute ma vie pour ça. À cette époque, vous étiez conscient... Et il y a le deuxième, c'est le professeur René Zissou-Derlin, qui, de passage en provenance de Libreville, m'a laissé chez moi un mot ferme de soutien en disant il faut. Mais en temps, moi, j'avais déjà accepté. Vous étiez conscient de la tâche qui vous attendait? Vous étiez conscient? Oh là là, mais je ne vivais plus. Mais vous me posez la question si je suis conscient. Je suis conscient de mes actions et j'étais conscient des risques que je courais. Je dois vous dire que je faisais tout pour que la conférence puisse réussir parce que je ne pouvais être l'homme de personne. Ceux qui étaient au pouvoir et qui n'acceptaient pas de perdre le pouvoir, je ne pouvais pas être leur ami. Les opposants qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas foi en ce que je faisais, je ne pouvais pas être leur ami non plus. J'ai un de mes aînés qui, un jour après la conférence nationale, on se rencontre et me dit, il me dit en fond, merci, Wekaï Tamdoyeme. Au Miedo Nyarero, au Wedwero, à Saint-Romain. Je m'ai dit, merci, merci, mais à Kaïndé, mais bon, non, moi aussi, mais en français, je n'étais l'homme de personne en réalité. Donc, finalement, ce qu'on n'a jamais dit, c'est qu'il y a eu quand même, après l'organisation de cette conférence, qu'il y a eu des perdants. Mais toujours. Ah, mais il y a eu des perdants. Vous le reconnaissez aujourd'hui? Ah non, ah oui, ça, je l'ai toujours reconnu, mais je n'ai pas voulu insister sur cet aspect-là. Le peuple a gagné un point, un trait. Ceux qui n'avaient cure des intérêts du peuple ne voulaient pas que ça change. C'était leurs intérêts, parce qu'au sein du régime, il y avait quelques ramés, ils étaient en minorité. Vous dites que le peuple oui. a gagné, mais nous avons aussi vu le Parti communiste du Bénin, par exemple, continuer à garder une dent contre vous. Mais ils ont le droit. Moi, je suis prêt à me battre pour qu'ils aient le droit de m'insulter, de ne pas m'approuver. C'est ça la démocratie. Ils ont parfaitement le droit. Mais le seul droit que je leur dénie, c'est de mentir sur mon compte, c'est tout. Mais ils ont le droit d'être contre ce que j'ai fait, d'estimer que moi, la ligne que j'ai choisie contredit leur ligne. Ils ont le droit. C'est ça la démocratie. Et lorsque vous êtes un responsable politique à quelque niveau que ce soit, ministre, député et président de la République, vous devez accepter que l'autre puisse penser autrement que vous, que l'autre puisse agir autrement que vous. Si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous n'êtes pas démocrate. Avec le recul, quand vous voulez faire un débat de fond aujourd'hui et que vous regardez ce qui a été obtenu en 1990, c'est vrai que tout le monde parle de la démocratie, on est passé au multipartisme intégral. Avec le recul, qu'est-ce que le peuple béninois a eu en 1990? Qu'est-ce que vous avez pu obtenir pour le Bénin en 1990? La liberté. La liberté. Un effort plus performant en faveur de la justice. Un effort plus performant en faveur de l'égalité de tous devant la loi. Mais c'est cela justement. C'est justement cela. Que celui qui pense avoir des aptitudes pour diriger le pays puisse librement être candidat. Et il parle, le peuple écoute, on vote pour lui. On se trompe ou on ne se trompe pas, mais c'est ça la démocratie. C'est très important cet élément. Mais ce qu'on a gagné, c'est une méthode. Ce qui s'est passé en 1990 est proprement inédit. Mathieu Kérékou était à la tête du pays.
Les organes non juridictionnels, d'ailleurs, des organes politiques se sont érigés en tribunal pour condamner d'autres citoyens à mort. On va à la conférence nationale, on donne amnistie à tout ce monde, ils viennent, ils tombent dans les bras de Mathieu Kérékou. Bertin Borna, par exemple, ne voulait pas venir. Il avait des problèmes avec Mathieu Kérékou quand il était encore en exil. Lorsque son père est décédé, il n'a pas pu venir aux obsèques. Je suis rentré de Dakar, je l'avais vu malheureux. J'ai été voir Mathieu Kérékou, je lui ai dit que vos histoires d'exilés volontaires là, que c'est une bêtise, qu'il faut bannir ça, et qu'il y a des gens dehors, leurs parents, leur mère meurt, leur père meurt, et ils ne peuvent pas venir aux obsèques. Ça, c'est contraire à nos traditions. On ne peut pas empêcher quelqu'un dans ces conditions-là. Il m'a écouté, mais il n'avait rien fait. Mais quand la convention est arrivée, ils ont amnistie, on a fait une amnistie, et tout ce monde est rentré. Bon, comme ils furent des amis de Kérékou avant de devenir ses ennemis, mais ils sont réconciliés, ils sont embrassés. Et ceux que Kérékou a condamnés à mort, il les a pris dans son gouvernement, il les a pris à côté de lui, et ils sont devenus, comme Émile Delès, ils sont devenus le conseil spécial de Mathieu Kérékou. Mais là-dessous, vous évoquez justement l'amnistie. Beaucoup, 30 ans après cette conférence, beaucoup estiment que cette amnistie était comme une culture. Non, je ne peux pas dire beaucoup. Certains sont contre, ils ont le droit. Nous sommes en démocratie. Moi, j'étais d'accord avec Monseigneur Isidore de Souza et le Haut Conseil de la République qui ont voté une loi d'amnistie. De la même manière que le gouvernement de Mathieu Kérékou avait voté une loi d'amnistie pour que ceux qui avaient été déclarés exilés volontaires, condamnés à mort, puissent revenir participer à la conférence nationale. Alors, je crois que nous avons beaucoup gagné. Vous dites que ce qui s'est passé est inédit. C'est inédit. Justement, on a entendu dire que généralement, il y avait Sekbanan, par exemple, il y avait les condamnés à mort, vous l'avez rappelé, il y avait ceux qui étaient exilés. Il y avait une telle crise à l'époque, une telle tension. Vous en parlez aujourd'hui comme si ce qui s'est passé à la conférence a été une partie de plaisir. On retient non, j'ai jamais dit ça. Ah non. Oh là, surtout pas pour moi. Ça on retient quand même qu'il y a eu le pardon et la tolérance. Qu'est-ce qui a fait que ces acteurs politiques ont pu se pardonner à cette époque? Mais tout le monde voulait la paix. Tout le monde voulait qu'on passe l'éponge sur le passé et qu'on bâtisse l'avenir. Tout le monde a pris conscience que nous avons failli déboucher sur une guerre civile. Et qu'on a eu à la tête du pays en ce moment précis quelqu'un qui en a pris conscience et qui a adapté sa méthode en faveur de la paix. Et c'est ce qui a compté. Vous avez parlé de prélat, vous avez déjà parlé du rôle de l'Église catholique à l'époque à travers les lettres pastorales qui ont préparé aussi d'une certaine manière les esprits. Mais à l'approche de la conférence, la veille même de la conférence, j'avais noté que certains grenouillaient pour qu'on les prenne pour président, pour présider la conférence nationale. Et il y avait des hommes politiques qui le souhaitaient. Voyant ça, moi, je me suis faufilé parmi des délégués que je connaissais pour leur dire de tout faire pour que ce soit un homme d'église qui préside. Parce que l'homme d'église, le pape ne va pas l'autoriser à être candidat. Il ne va pas rentrer dans un parti politique et il ne va chercher à déranger aucun homme politique. Donc, lui sera neutre s'il est au présidium de cette conférence nationale. Et heureusement, le deuxième homme d'église proposé a accepté, parce que le premier qui avait été proposé, c'était le pasteur Harry Henry. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de démarcher directement les délégués religieux qui sont arrivés. Sinon, je n'allais pas hésiter. J'ai simplement pensé, mais puis je ne voulais pas non plus que mon action préparatoire de ce côté puisse être détectée par certains avant la conférence nationale, puisque j'étais membre du gouvernement. Et les 8 membres du gouvernement qui ont composé le comité national préparatoire étaient suspectés par d'autres, mais certains ont respecté quand même le travail que nous avons fait. Alors, lorsque Monseigneur Isidore de Souza a accepté, j'étais heureux. Et nous avons une main heureuse de ce côté-là.
Et Monseigneur Merci, c'est le surnom que nous lui avons donné, puisque même quand on lui désobéissait, il disait merci. Et ça calmait tout le monde. Merci à tout le monde. Ça a été formidable ce qui s'est passé en 90. Nous devons en tirer les leçons pour résoudre toutes nos autres crises à venir. La démocratie est... Nous allons venir là tout à l'heure, Maître Robert Dossou. Vous parlez donc de paix, de tolérance, de la conférence comme un modèle de réussite. Mais beaucoup estiment qu'en 1990, vous avez priorisé cette démocratie au détriment donc, des questions économiques, du développement. On s'est contenté de dire libéralisation du marché et tout ça, mais on n'a pas eu du contenu. On ne pouvait pas mettre un programme précis à cela parce que nous étions en période de dictature marxiste avec une économie centralisée. Et il fallait passer le pont, changer de constitution, changer de cadre politique. Maintenant, ce sont les gouvernements successifs installés qui doivent égrener leur programme à exécuter point par point. Et justement, ces gouvernements successifs... Et attendez. Oui. Lorsque vous dites qu'on n'a pas donné contenu, on ne pouvait donner que le contenu possible, puisqu'il y a eu une commission des affaires économiques à l'intérieur de la conférence nationale qui a posé les principes. Maintenant, il appartient au gouvernement qui viennent de se fonder sur... Le était plus politique, voilà. C'est justement ce que disait mon confrère. Les différents gouvernements qui sont succédés, vous l'avez rappelé tantôt, ont-ils réussi selon vous? Ah, ils n'ont pas échoué. Chacun a fait ce qu'il a pu. Maintenant, c'est le jeu politique qui a été trop individualisé à certains niveaux. Mais c'est normal parce que la démocratie est objet d'apprentissage. Quand vous sortez de plusieurs décennies de dictature militaire ou civile, on ne peut pas dans son âme et conscience devenir complètement démocrate du jour au lendemain. C'est la pratique continue de la démocratie qui inculture la démocratie, c'est-à-dire qui vous fait rentrer dans votre corps et dans votre esprit la démocratie, de telle sorte que vous faites la pratique de la démocratie de la manière la plus naturelle, sans aucun effort. Or, nous avons dû faire des efforts. Maître Robert Dossou, il nous reste moins de 10 minutes pour finir cette émission. On ne peut pas parler de la conférence nationale sans parler de la Constitution. Vous avez été d'ailleurs président de la Cour constitutionnelle. On va parler de la Constitution, on parlera également du système partisan, puisque en 1990, il y a eu la création d'une multitude de partis. Quand vous faites le point aujourd'hui avec le recul, est-ce que vous vous dites qu'en 1990, il y a des choses qui ne doivent pas figurer dans la Constitution, ou alors est-ce que vous vous dites que cette Constitution ou que le travail politique qui a été fait était inachevé? Je voudrais vous faire observer que, premièrement, la Constitution de 11 décembre 1990 repose sur un certain nombre de principes arrêtés par la Conférence nationale. Ensuite, la Commission constitutionnelle qui a rédigé l'avant-projet a été élue par la Conférence nationale. Et le Haut Conseil de la République, qui a parrainé et adopté pour soumettre au référendum, a été élu par la Conférence nationale. Et enfin, les compétences multiples qu'il y avait à l'intérieur de la Commission constitutionnelle, c'était pas n'importe qui. On avait des historiens, des sociologues, et il y avait trois constitutionnalistes et des spécialistes de droit privé. Mais avant de rédiger la Constitution, nous avons fait une rétrospective de toute l'histoire du Dahomey depuis 1946. Nous avons dégagé nos tendances avant de le faire. La preuve, c'est que cette Constitution n'est affectée du nom d'aucun chef d'État. C'est une Constitution consensuelle. Et avant de l'adopter, nous avons fait ce que la Révolution faisait avant et que la Révolution appelait popularisation. Quand un texte important quand la Révolution voulait adopter un texte important, on faisait le projet, on multipliait partout
Et il y avait des équipes qui sillonnaient l'ensemble du territoire national pour expliquer, discuter avec les gens, recueillir. Alors, je dois vous souligner que lorsque nous avons fait cette popularisation, pour ce qui est des militaires, nous avions mis qu'un militaire élu doit démissionner de l'armée. C'est dans les casernes, lorsque nous sommes allés dans les casernes pour expliquer la Constitution aux gens, eh bien, c'est en ce moment que les militaires nous ont dit, jamais, il faut que dès qu'il est candidat, il démissionne. Parce que s'il ne démissionne pas, il va à l'élection, il est battu, il viendra nous mobiliser, nous autres, pour aller faire putsch. Non, il démissionne au moment où il est candidat. Et nous avons dit que les soldats des casernes avaient raison. Dans cette popularisation qu'on doit nécessairement faire pour la Constitution, la preuve, enfin, c'est que c'est la Constitution qui a eu la plus longue vie et que le peuple a considéré comme sa Constitution avec une certaine jalousie. Dès qu'on veut modifier une virgule, eh bien, le peuple s'insurge. Il y a des protestations. La preuve. Est-ce que cette jalousie du peuple dont vous parlez était justifiée? Parce que c'est justifié. La Constitution n'est pas une Bible, ça c'est appelé à évoluer avec non, aucun spécialiste de droit constitutionnel ne vous dira qu'on ne peut pas modifier une constitution. Personne. Et personne ne soutient ça. La démarche, il faut que le mécanisme mis en place depuis, qui permet à chacun de se sentir concerné, soit appliqué. Des amendements constitutionnels en catimini ou en pseudo, oh là là, je préfère ne pas en parler dans cette émission parce que il n'y a pas eu de popularisation au préalable, il y a eu catimini de semblant de réunion. Bon, je crois qu'on veut parler de la conférence nationale. Oui. Parlons de la conférence nationale. Maintenant, le temps dont nous disposons ne nous suffit pas pour aborder. Je ne veux pas bâcler. Il y a deux questions que je ne veux pas bâcler. La question de la Constitution, la question du système partisan. Mais on peut aller sur la question du système partisan parce que nous sommes pratiquement à la fin. Bon, la question du système partisan, je dis en un seul mot que depuis que le monde est monde, il n'y a aucun pays où par un texte de loi ou un ensemble de textes de loi, on a canalisé le système partisan. Le système partisan, c'est l'expression de la liberté profonde du citoyen. Vous étiez à la conférence nationale. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Eustache Prudencio disait concernant les partis politiques? Ça circule abondamment depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, où il disait, déjà en 1990, qu'il y avait beaucoup de partis politiques qui allaient se créer et que ça allait engendrer un désordre. Et il a demandé justement qu'on puisse canaliser cela dans la Constitution. Mais ce débat n'est pas nouveau. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas raison? Pour moi, il n'a pas raison. Justement, vous avez parlé du multipartisme légal. Oui, la conférence. Et nous l'avons fait exprès. Non, un parti politique, deux partis politiques, trois partis politiques peuvent être agencés pour servir d'encadrement à une dictature. Je répète, les partis politiques peuvent être un élément d'émancipation, comme le parti politique peut être un élément d'embrigadement. C'est clair et c'est net. C'est pour cela que la liberté du citoyen est fondamentale. Bon, on s'arrête là. Non, je préfère ne pas, parce que ça va être un débat escamoté. Ma position est scientifique. Je ne l'ai pas bricolé, parce que j'ai commencé ce débat depuis les années 1964-65. Le premier avec qui j'ai longuement discuté, c'est Maurice Aranzo-Gleller. Parce que dans sa thèse, il a soutenu une thèse de ce genre, parce qu'il m'a remis le manuscrit de sa thèse quand il a, parce que vous savez, il était secrétaire général du gouvernement. Il s'est mis en disponibilité pour venir reprendre des études et se former à l'enseignement supérieur. Donc, quand il est arrivé, il m'a remis son manuscrit et là-dedans, j'avais vu la même thèse. Le désordre, vous dites-vous, mais une démocratie donne l'impression de désordre, toujours. S'il n'y a aucune impression de désordre, il n'y a que dans la dictature, il y a l'ordre. Parce que le chef seul pense pour tout le monde. La démocratie aussi peut avoir l'ordre. Il doit avoir l'ordre en démocratie. Il doit avoir l'ordre en démocratie, mais ce n'est pas le même ordre. Ce n'est pas le même ordre. Dans une foire, il y a un certain ordre. Dans un cimetière, il y a un certain ordre, mais ce n'est pas le même ordre, pas du tout.
Donc, je dis que ce débat-là, on ne peut pas, moi, je ne peux pas le faire comme ça au détour de de nos thèmes d'interview. Non, ce sera un débat escamoté. Maître Robert Dossou, comment entrevoyez-vous le Bénin dans les 30 prochaines années, puisque nous sommes actuellement dans le trentenaire après la conférence? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite dans le temps. J'ai écrit un papier qui, si tout marche bien, sera réédité dans un ouvrage qui paraîtra bientôt. J'ai dit que la démocratie, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est comme un bébé. Au lendemain de 1990, on était bébé en démocratie. J'avais déjà prédit à l'époque que nous serons comme un bébé. Nous allons presser de marcher, on va tomber. Nous allons nous redresser. On va pas renoncer à marcher, on va continuer. On va tomber dans la démocratie, on va tomber de la démocratie, on va se relever, on va reprendre la démocratie, on peut encore retomber. L'histoire de l'humanité le révèle. Et je dois vous dire que c'est à coup d'histoire que j'ai convaincu Mathieu Kérékou. Il était tellement intéressé que moi, je ne travaillais plus à mon ministère. Quand il arrivait à son bureau le matin, il m'appelait. On se mettait à faire la façon, on discutait de l'histoire. La marche de Mao Tse-tung, la construction de l'État aux États-Unis, la construction de l'État en Angleterre, la construction de l'État en France, en Prusse. Nous avons débattu de tout cela. Et l'après-midi, quand il revenait, il m'appelait encore. On restait là jusqu'au soir. Et je dis que nous, intellectuels, nous sommes sommés de demeurer autant que possible techniques et de mettre la technique au service du politique, maintenant du bon sens. Parce qu'on peut prendre aussi la technique pour détruire et désorienter la politique. Et je dis que beaucoup d'intellectuels sont à la base de beaucoup de déviances sur le continent africain. Maître Robert Dossou, je vais vous poser une toute dernière question. Vous êtes un octogénaire, votre engagement ne faiblit pas. Vous êtes toujours... C'est le vieux vin. Voilà. Et il y a bonification avec l'âge. Votre engagement ne faiblit pas, justement. Vous êtes toujours présent dans l'actualité politique et sociale dans votre pays. Non, pas dans l'actualité politique. Je ne fais plus de politique. Je suis retraité de la politique. Vous ne me verrez plus dans aucun meeting politique. Qu'il y a une réunion politique quelque part, je n'y vais pas. Maintenant, si je suis chez moi, de la foi, à la foi, quand vous avez foi dans ce que vous croyez, dans ce que vous faites, dans votre mission, dans la société, mais c'est quelque chose de formidable. La foi, il n'y a rien de tel. Merci. Quand vous avez foi en Dieu, ça vous porte, ça vous transporte. Quand vous avez foi dans votre mission, quand vous avez foi dans ce en quoi vous croyez, et que si vous ne croyez en rien et que vous jouez, vous ne pouvez pas être franc. Quand vous êtes... Il y en a, quand je les vois à la télé, ils zozotent, ils réfléchissent. Pour répondre à une question, ils vont aller à gauche, à droite, et si je réponds à qu'est-ce que... Ils font des calculs. Moi, je n'ai pas de calcul. Ce que je le pense sincèrement, et je le dis. Si ça plaît à quelqu'un, tant mieux. Si ça déplaît à quelqu'un, tant pis. Mais j'estime que j'ai le droit. Parce que j'ai fait des études, de longues études, aux frais du peuple béninois. J'ai été boursier. Et je suis revenu chez moi pour apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai appris à secréter à moi comme réflexion et engagement. Tout le problème est là. Merci, Maître Robert Dossou, pour ce cours d'histoire. Merci bien, Jean-Eudes. Bonne journée. Merci. Merci. Et à dimanche prochain.